Bienvenue au balado Place à l'emploi. Que vous soyez installé confortablement dans votre salon ou debout dans le bus, notre équipe vous transporte dans l'univers de l'employabilité. Une thématique à la fois. Bienvenue chers auditeurs au balado Place à l'emploi. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un balado dans lequel on va parler de la recherche d'emploi quand on est immigrant, qu'on soit nouvelle arrivée ou qu'on soit ici depuis 5 ans. Il y a des défis qui sont vécus dans la recherche d'emploi et quelques solutions qu'on pourra regarder ensemble. J'ai une invitée spéciale qui est experte là-dedans, c'est-à-dire que c'est sa clientèle principale, donc la clientèle immigrante. C'est Madame Salima Mazzouz de Alliance Carrière Travail, qui est donc un de nos partenaires, un centre conseil en emploi de Brossard. Madame Mazzouz, elle est conseillère d'orientation avec la clientèle adulte, bien entendu, immigrante. Elle est aussi psychothérapeute avec l'organisme Myosotis, qui est aussi pour la clientèle là, immigrante. Donc, Madame Mazzouz, vous êtes arrivée en 2002 au Québec avec votre conjoint et votre premier fils. Comment vous avez vécu votre arrivée? Bien, on était très contents d'arriver ici. C'est clair qu'on s'était préparé à vivre dans un autre contexte, dans un autre pays. Mais c'est clair que la séparation avec la famille, le fait de quitter une stabilité, un emploi, des amis, c'est clair que c'est difficile. C'est un peu difficile sur le plan, je vous dirais, émotionnel, mais sinon en termes d'intégration et d'adaptation, j'étais très contente de me retrouver finalement dans un contexte qui s'y prêtait parce que j'étais prête à m'intégrer facilement dans un contexte, même s'il était différent en termes de culture, de valeurs, de code culturel, mais mentalement, j'avais une certaine aisance qui me facilitait beaucoup mon intégration sociale. Et là, dans le cadre de votre emploi, vous recevez principalement de la clientèle immigrante. Oui, je travaille depuis, je vous dirais peut-être 2003-2004 avec une clientèle immigrante. J'avais commencé par les femmes au Centre des femmes de Montréal. J'avais fait mon stage au CJUK, je dirais, Bourassa Sauvé avec les jeunes. Et à Alliance SFIM, j'ai atterri au SFIM en 2012 avec une clientèle immigrante. Et avec la fusion, on est devenu Alliance Carrière Travail. Je travaille maintenant avec une clientèle immigrante, mais aussi avec une clientèle québécoise, jeunesse, en orientation. Très bien. Et là, parlez-moi de ce que la clientèle vient chercher, dans le fond, dans votre service. Là, ils viennent chercher de l'orientation, ils viennent chercher une voie, ils viennent chercher une place sur le marché du travail. Quels sont les défis principaux qu'ils peuvent rencontrer? Ouais. Donc, moi, je vous dirais que la clientèle immigrante, en général, vient chercher une stratégie dont ils veulent se doter pour intégrer le marché du travail québécois. Ils veulent aussi trouver de l'information pour mieux comprendre, je dirais, la culture québécoise, les valeurs, les codes culturels. Et c'est clair que nous, à Alliance Carrière Travail, on les accompagne dans les deux sens, insertion sociale et professionnelle. Quand je parle d'insertion sociale, c'est qu'on leur explique un peu, je dirais, les codes culturels, la communication interculturelle, quelles sont les valeurs québécoises, ce qui va vraiment leur faciliter leur intégration aussi bien sociale que professionnelle, parce qu'ils connaissent la spécificité de la culture québécoise et ils savent éventuellement comment se doter d'une stratégie pour atteindre leur objectif. Donc, leur objectif, c'est bien sûr de retourner en emploi ou de trouver un programme d'études qui leur convient, n'est-ce pas? En effet. Il y a une différence, j'imagine, entre quelqu'un qui immigre ici et qui a déjà un diplôme en poche
de son pays et quelqu'un qui n'en a pas. Donc, par exemple, quelqu'un qui a déjà son diplôme en poche, qu'est-ce qu'il va vivre dans son intégration en emploi ici? Tout dépend. Quand on parle de diplôme en poche, on peut avoir un diplôme d'études professionnelles, un diplôme d'études secondaires, un diplôme d'études collégiales. Moi, quand je parle d'une certaine catégorie, je cible les personnes universitaires, les immigrants qui ont un diplôme ou 2 ou 3 diplômes universitaires, qui ont accumulé beaucoup d'expérience dans leur pays d'origine, qui ont occupé des postes de responsabilité. J'ai toujours pensé, mais je l'ai confirmé aussi en faisant un travail de maîtrise là-dessus, c'était l'insertion socio-professionnelle des immigrants, le cas des femmes immigrantes. J'ai remarqué que plus les immigrants sont scolarisés, plus l'intégration en emploi devient un peu compliquée. C'est pas parce qu'ils ne savent pas chercher, mais c'est parce qu'ils viennent avec des attentes très élevées. Et le marché du travail québécois ne leur donne pas nécessairement l'opportunité d'intégrer le marché du travail rapidement. Donc, c'est clair qu'ils vont venir avec des emplois ou avec des objectifs qui sont irréalistes. C'est assez difficile d'occuper un poste de responsabilité dès qu'on arrive alors qu'on ne connaît pas le contexte culturel, on ne connaît pas le milieu professionnel québécois, on ne connaît pas les lois, la réglementation, les logiciels spécifiques, etc. Et j'en passe, là, parce que les différences sont multiples et énormes. Mais donc, les attentes des immigrants qui sont très scolarisés sont très élevées. Quand ils arrivent sur le sol québécois, qui commencent la recherche d'emploi, ils vivent une espèce de désillusion parce qu'ils viennent avec des objectifs très valorisants. Et ils regardent le marché du travail, ils voient que c'est pas évident. Donc, ils doivent réviser leur objectif d'emploi. Et c'est là que commence un peu, je dirais... c'est là que l'immigrant va commencer à vivre beaucoup de frustration, beaucoup de colère, parce qu'il rencontre beaucoup d'obstacles à intégrer le marché du travail. J'imagine qu'il y a un sentiment aussi de dévalorisation, parce que quand on a de l'expérience, qu'on a déjà fait son éducation et qu'on avait un poste où on avait des responsabilités dans notre pays, on arrive ici puis on nous dit, ben c'est pas assez ou c'est pas adéquat. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un gros... c'est une grande marche là, à monter. C'est clair que l'immigrant qui n'est pas préparé, la personne immigrante qui arrive au Québec et qui n'est pas du tout préparée à vivre ça, va vivre une grosse désillusion, va vivre le choc culturel parce qu'elle s'est préparée à une société, elle a laissé une société, elle a laissé le pays d'origine, elle a laissé quelque chose d'ancré, quelque chose de stable pour aller vers quelque chose qui n'est pas de l'ordre du stable. C'est comme si tout est en train de bouger, puis on ne sait plus comment s'asseoir, quelle place prendre dans la société. Donc, c'est clair que ça fait peur. Parce qu'on se rend compte que finalement, ce n'est pas évident de se trouver une place. Et c'est là que je conseille beaucoup d'immigrants pour aller consulter des professionnels, pour les accompagner, pour mieux comprendre un peu ce nouveau contexte et se doter d'une stratégie qui va leur permettre d'atteindre leur objectif. Donc, ils se heurtent à des obstacles qu'ils ne comprennent pas parce que dès qu'ils arrivent, ils commencent à postuler sur des postes qui ne sont pas de l'ordre du réaliste, parce que c'est souvent des postes de direction, de responsabilité, mais comment peut-on gérer une équipe alors que nous ne connaissons pas vraiment le travail, comment il se fait au Québec. C'est quand même, moi je me dis, il faut quand même faire preuve je dirais, de réalisme et se poser des questions. Je ne peux pas non plus débarquer dans un contexte culturel qui est à l'opposé de ma culture d'origine et me dire, je suis prête, je peux occuper le poste de chef de département aux ressources humaines. Il faut qu'on allume un peu puis qu'on se dise, c'est important de se retrousser les manches et de recommencer tranquillement. Moi, les immigrants que j'ai rencontrés me disent souvent que quand on arrive au Québec, on fait comme une chute libre, là. Et on se creuse le trou. Puis moi, je leur dis, non, mais c'est juste reculer pour mieux sauter. C'est juste se dire, il y a plein de nouveautés. Tu sais, ça nous frappe en pleine face. Et moi, il faut que je me dote d'une stratégie, il faut que je réfléchisse, est-ce que mon objectif d'emploi est réaliste? Est-ce que j'ai toutes les compétences transférables, toutes les connaissances techniques spécifiques pour intégrer le marché du travail sur ce poste-là? Oui, tant mieux. Non, ça
serait de voir éventuellement quel type de poste me conviendrait, poste intermédiaire, pour intégrer le marché du travail le plus tôt possible, et puis après, tranquillement, à côté, aller chercher tous les manques que je devrais avoir et qui me permettront, je dirais, dans une année et demie, 2 ans, intégrer un emploi vraiment comme je l'ai souhaité dans mon poste. Mais c'est clair que plus on a de scolarité, plus on est exigeant au niveau du mode de vie, de la qualité, parce que déjà nos enfants étaient déjà à un certain niveau de l'autre côté, donc c'est clair que quand on arrive, on veut le plus. Oui. D'autres qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir ce plus-là dans le pays d'origine, ils vont se contenter de commencer à marcher et à monter étape par étape. C'est correct aussi. Oui. Donc, de demander à ces immigrants-là qui sont très scolarisés, qui viennent avec beaucoup d'expérience, qui ont occupé des postes de responsabilité, d'aller vers un poste intermédiaire, c'est clair que ça prend beaucoup de doigté, ça prend une certaine diplomatie, ça prend beaucoup de tact pour ne pas heurter leur sensibilité. Bien sûr. Et pouvoir leur expliquer éventuellement qu'il y a un écart qui les sépare du marché du travail et que c'est très important d'aller chercher ces compétences manquantes. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est tout à fait possible d'éventuellement retrouver les responsabilités ou de retrouver le niveau ou le type d'emploi qu'on avait auparavant, mais il faudra se donner le temps de s'intégrer à un nouveau marché de l'emploi, justement en prenant un poste intermédiaire. Donc, ça ne veut pas dire que les objectifs sont absolument inatteignables, ça veut simplement dire que ça prendra peut-être un peu plus de temps que ce qui était prévu. On ne peut pas dire, bon, on va intégrer ça à l'arrivée, là, mais ça peut être après quelques années, après justement, peut-être un ajustement avec certaines études ou quelques années sur le marché avec un poste intermédiaire qui pourrait nous permettre de monter les échelons. Tout dépend. Tout dépend du secteur d'activité. C'est clair que moi, si j'étais présidente directrice générale d'une entreprise dans mon pays d'origine, intégrer un poste pareil ici au Québec, sauf si je me lance comme travailleur autonome, probablement. Mais c'est clair que tout dépend du secteur d'activité, tout dépend, je dirais, du bagage, de l'expérience, des capacités, des compétences transférables, de l'ouverture d'esprit de l'employeur, de l'ouverture aussi de l'employé, de l'immigrant lui-même, qui se donne, qui s'y prête au jeu, qui se lance et qui se dit, ben c'est pas grave, je me donne l'opportunité de démarrer une nouvelle carrière dans un nouveau contexte. Et tout est à mon honneur. Pourquoi? Parce que c'est clair que les apprentissages vont être multiples. Oui, tout à fait. Donc, c'est possible, mais tout dépend du secteur d'activité, de l'objectif d'emploi de cet immigrant qui souhaite réintégrer le marché du travail ici au Québec. Et il faudrait aussi, en fait, je trouve ça important de mentionner que toutes les compétences qui ont été acquises dans le pays d'origine, elles sont valables ici. On va simplement les mettre en valeur d'une autre façon. Je sais que vous m'aviez déjà parlé là, d'un monsieur qui venait de l'Afrique, qui était artiste. Et quand il essayait de s'intégrer au marché du travail ici, dans un emploi qui ne le convenait pas, ça ne s'est pas très bien passé. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Bien, le monsieur était artiste peintre dans son pays d'origine. En arrivant ici, c'est clair que démarrer une carrière rapidement dans ce domaine, ce n'est pas évident. Donc, il a essayé de travailler dans une entreprise qui fait de l'assemblage de matériel électronique. Donc, on est loin de la créativité et de... Du tout. Donc, monsieur s'y prête au jeu, il s'est intégré, il travaillait et tout. Puis, il m'avait dit qu'un jour... il travaillait, puis il avait l'impression qu'il y avait des gens qui le regardaient derrière. Puis il s'est retourné, il avait vu que tout le staff, les gestionnaires, ressources humaines étaient en train de l'observer. Il avait très vite compris que ça n'allait pas bien pour lui. Donc, on le trouvait un peu long. Donc, c'est clair, ça prenait comme une décision, etc. Puis, lui, il assemblait du matériel électronique. Et puis après, une demi-heure après, ils l'ont appelé pour discuter avec lui. Il lui a dit, écoutez, monsieur,
nous ne pouvons pas vous garder, vous êtes vraiment très lent, vous ne répondez pas à nos exigences, etc. Le monsieur, quand il est sorti de l'entreprise, il m'avait dit qu'il avait vraiment de la difficulté à démarrer son auto. Il me disait, Salima, je n'étais même pas capable de démarrer mon auto. Je ne savais même pas comment la démarrer. Est-ce qu'il fallait une clé? Il m'a dit que c'était très pénible pour moi parce que je me suis rendu compte que je n'étais même pas valable pour un travail général. Donc, le monsieur avait perdu beaucoup de son estime de soi. Il a perdu de la confiance. Et il était vraiment très triste. Quand je l'avais rencontré, je vous dirais que c'était un monsieur qui était complètement démoli. Donc, il fallait travailler tous ces aspects-là, puis lui expliquer qu'il n'était pas bon pour ce poste-là. Mais rien ne dit qu'il ne sera pas bon pour d'autres postes. Je dis, vous êtes artiste peintre. C'est clair que travailler sur une chaîne de production, faire du montage, ce n'est peut-être pas votre point fort. Ça serait de voir éventuellement qu'est-ce que vous pourriez faire. Mais je vous dis que le monsieur était vraiment, vraiment démoli. Puis ça a pris quand même plusieurs interventions pour pouvoir l'amener, l'accompagner dans un autre processus et voir éventuellement où est-ce qu'il pourrait se situer. Donc lui, il pensait à un retour aux études pour prendre une formation et éventuellement continuer dans les milieux des arts à son rythme. Oui, tout à fait. Parce que ce monsieur-là, je veux dire, il avait un bagage quand même, il avait déjà des compétences et tout ça, sauf qu'il avait fait, un choix d'emploi qui était très éloigné de ses forces. Donc, c'est important de bien miser sur les forces qu'on a déjà acquises pour se trouver une nouvelle place. En général, un projet vocationnel, on le construit sur la base de compétences transférables. Parfois, c'est possible, mais parfois, ça devient compliqué. Quand c'est des emplois qu'ils ont occupés dans le pays d'origine, ils ont développé des compétences, mais qui ne sont plus nécessairement applicables ici au Québec parce qu'elles sont désuètes. Vous savez que parfois, il y a des personnes qui ont de la difficulté à utiliser même l'outil informatique. Pourquoi? Parce que ce n'était pas accessible dans leur pays d'origine. Et je rencontre actuellement des infirmiers, parfois issus de l'immigration, qui n'ont jamais utilisé l'outil informatique dans leur pays d'origine, continuent avec les dossiers papier. Donc, c'est clair qu'ils sont certainement très compétents dans le domaine de la santé. Dans l'intervention. Ils doivent aller chercher cette compétence en informatique qui leur manque. Donc, c'est clair que quand on arrive dans un nouveau contexte, nous avons souvent besoin de nous situer à l'égard du marché du travail, de comparer nos compétences et de regarder les exigences du marché du travail pour le même poste ou un poste intermédiaire pour évaluer vraiment la possibilité d'intégrer le marché du travail dans ce même poste-là, ou avec un poste intermédiaire, ou carrément aller faire une réorientation de carrière si on juge que l'écart à combler, il est très grand. Et à ce moment-là, tant qu'à faire, souvent, certains vont me dire, Salima, moi je préfère changer de carrière de toute façon. C'est un emploi que j'ai pris, c'est une formation que j'ai faite parce que mes parents voulaient vraiment que je fasse ce métier, mais moi, je veux me réaliser, je veux choisir quelque chose pour moi. Donc, vous voyez qu'on parle souvent de pertes quand on parle d'immigration, mais là, on gagne des choses. Pourquoi? Parce que ces immigrants-là vont finalement réaliser leur rêve d'enfance, vont choisir un métier, un programme d'études qui leur convient, pour lequel ils ont tant rêvé. Donc, on perd un réseau de connaissances, on perd des contacts, on perd une famille, on perd une stabilité, on perd une maison, on est dans une maison qui nous appartient, après on y va dans une location, on avait une grande maison puis on y va dans un petit appartement. Donc c'est clair que les pertes sont immenses, aussi bien pour nous en tant qu'immigrants, pour les immigrants en général, que pour les enfants qui ont évolué dans un contexte où ils avaient quand même beaucoup de possibilités, puis ils viennent dans un nouveau pays où les parents vont leur dire, tu n'auras pas ta chambre tout seul, on ne pourra pas continuer les sports que tu faisais dans le pays d'origine, parce que maman et papa, ils ont un budget limité. Donc, c'est toute une adaptation et ça concerne toute la famille. C'est pas juste l'immigrant lui-même. Ça concerne les parents, ça concerne les enfants qui doivent aussi comprendre que le nouveau contexte est exigeant et que tout est à reconstruire. Absolument. C'est encore un plus grand défi quand on arrive, justement, avec sa famille. Là, il y a monsieur, il y a madame qui va s'orienter en premier au niveau de l'emploi, qui va retourner aux études en premier pendant que l'autre fait un emploi alimentaire et tout ça.
C'est quand même un grand chamboulement. Oui, moi j'ai observé dans certaines situations, c'était beaucoup les femmes qui se sacrifiaient pour laisser l'espace à monsieur de se réaliser, de réaliser sa carrière, parce qu'elle me disait souvent, Salima, moi je peux travailler comme aide-éducatrice, éducatrice au service de garde, il y avait beaucoup de possibilités. Mon mari est ingénieur, je voudrais quand même le laisser prendre, je dirais, sa lancée, faire un choix de carrière qui lui convient. Mon mari n'arrive pas à trouver, puis travailler dans une usine, c'est pas évident pour lui et tout. J'ai vu beaucoup de femmes qui ont pris les devants et qui ont assuré, je dirais, la rentrée d'argent pour le foyer, le couple et les enfants, pour permettre aux conjoints d'aller chercher les compétences manquantes pour pouvoir travailler dans leur domaine. J'ai vu aussi des conjoints qui ont épaulé leurs conjointes pour aller chercher des cours de francisation, terminer le secondaire. C'est vraiment merveilleux de voir qu'il y a aussi derrière toutes ces réussites des femmes et des hommes qui ont mutuellement contribué à tout ça. Là. Oui, hein? Et je pense que quand on immigre avec sa famille ici, c'est important de serrer les coudes. Oui. De serrer les coudes et de s'encourager mutuellement, de se soutenir, parce que ce ne sera pas une période nécessairement facile. Hein? Il va y avoir des sacrifices à faire et tout ça. Oui. Si jamais vous êtes une femme immigrante et que vous nous écoutez, si vous avez laissé la place à votre conjoint, ne vous oubliez pas. C'est ça le message. Ne vous oubliez pas. Une fois que votre conjoint a trouvé sa place, mais c'est votre tour. C'est votre tour de vous réaliser. C'est votre tour de trouver votre place sur le marché du travail. Vous allez vous épanouir parce que ici, c'est une grande place, il y a de la place pour tout le monde et puis on veut intégrer les femmes sur le marché du travail le plus possible. Moi, j'encourage en tout cas aussi bien les hommes que les femmes et je mets l'accent sur les hommes qui accompagnent leurs femmes. Je leur dis bravo. Oui. Je sensibiliserai aussi d'autres personnes, d'autres hommes, en les encourageant à ouvrir cette porte-là, à encourager leurs femmes à aller chercher les cours de français si la langue n'est pas là, à les amener à aller se chercher un métier dépendamment du niveau, je dirais, intellectuel de la personne, mais c'est très important. On embarque bientôt en 2024 et je pense que c'est très important que toutes les familles immigrantes puissent vraiment avoir les qualifications qu'il faut pour intégrer le marché du travail, parce que la vie parfois nous fait vivre des situations, tu sais, la maladie, les accidents de travail, la mort, etc. Pour que ces gens-là ne se retrouvent pas dans des situations très je dirais, précaire, de pauvreté. Précaire. Moi, j'encourage tout le monde à aller vraiment se trouver une place dans la société. Puis au Québec, on est très content d'accompagner ces immigrants-là. Puis le gouvernement a mis en place des organismes, a mis en place des programmes qui vont leur permettre de réussir leur intégration. Absolument. On parlait tout à l'heure de mettre de l'avant des compétences transférables, donc les compétences qu'on a acquises dans le pays d'origine. On veut les apporter avec nous dans le nouveau milieu de travail. De quelle façon on peut les mettre de l'avant pour que l'entreprise les voie, ces compétences-là? Bien, moi, je mise beaucoup en tant que conseillère d'orientation, je mise beaucoup sur les compétences transférables et j'essaie de rassurer les immigrants que je rencontre sur le fait que on ne va pas démarrer de zéro. Il y a toujours quelque chose que l'on peut récupérer de leur belle expérience venant du pays d'origine. Donc, on essaie de faire un bilan de compétences. On ramasse toutes les compétences qui ont été développées dans leur contexte culturel et on les compare au marché du travail québécois avec des mêmes, je dirais, postes ou des postes intermédiaires et on essaye d'évaluer l'écart qui les sépare du marché du travail, ce qui nous aide beaucoup, je dirais, à monter un plan d'action pour la formation, mais aussi à cerner un objectif d'emploi réaliste et réalisable. Et souvent, cet exercice aide beaucoup les immigrants à réaliser d'eux-mêmes, parce qu'on a beau leur expliquer, mais quand ils font eux-mêmes l'exercice, ils comprennent malgré tout, oui, c'est difficile, oui, il y a un deuil à faire, oui,
oui, c'est pas évident, mais l'idée de se rendre compte soi-même qu'il y a réellement un écart à combler, parfois ça nous facilite après les autres étapes qui s'en viennent, c'est-à-dire la recherche d'un objectif d'emploi réaliste, le poste intermédiaire qui auparavant n'était pas vraiment accepté par certains immigrants. Non, moi je suis ingénieur, je ne peux pas travailler comme technicien, comme opérateur. Non, il n'en est pas question. Mais souvent, ces gens-là, il faudra leur donner du temps pour cheminer. Oui, tout à fait. La pensée doit cheminer, le deuil doit se faire. Et cette personne-là doit, je dirais, traverser les différentes étapes du deuil pour arriver à l'acceptation, ce qui va leur permettre après d'amorcer les autres étapes de façon plus, je dirais, plus facile. J'aimerais aussi mentionner que, et je veux dire dans le CV et en entrevue, comme personne, là, je veux dire comme être humain, oui, vous êtes immigrant, mais vous arrivez avec un savoir-être, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas seulement avec une éducation ou une expérience, vous arrivez aussi avec tout ce qu'il y a dans votre personnalité, c'est-à-dire votre patience, votre capacité d'adaptation, votre bonne humeur, votre positivisme, votre capacité à offrir un beau service clientèle. Toutes ces compétences-là, elles sont importantes sur le marché du travail. Oui. C'est important, c'est pour ça que je dis souvent aux immigrants que je rencontre, c'est important de faire appel à des professionnels pour vous accompagner. Tout à fait. Parce qu'il y a une préparation. Oui. Donc, dans certains contextes culturels, on va mettre l'accent sur les qualifications, uniquement les qualifications. Puis si vous êtes ingénieur, si vous êtes médecin, si vous êtes infirmier, si vous êtes technicien, si vous êtes juriste, c'est clair que ça va être facile. Dès qu'on voit le diplôme, les portes vont s'ouvrir. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on met beaucoup l'accent sur les qualifications. Le diplôme a beaucoup je dirais, d'importance dans ces contextes culturels et le statut aussi. Hein. Oui. C'est pour ça que je vais aborder un petit point après. Donc, ces gens-là vont mettre l'accent beaucoup sur les qualifications. Ils vont oublier les compétences transférables, ils vont oublier les compétences, ils vont oublier le savoir-être. Et moi, je leur dis souvent, nous avons le savoir qui est de l'ordre des qualifications, nous avons le savoir-faire qui est de l'ordre des compétences et compétences transférables, et nous avons le savoir-être qui est de l'ordre des qualités. Donc, mettez aussi de l'avant vos qualités, vos compétences transférables quand vous serez en entrevue. Et j'ai remarqué que souvent, les immigrants vont postuler pour des postes intermédiaires, mais ils vont garder 3-4 diplômes qui ne vont vraiment pas les aider à atteindre cet objectif d'emploi. Pourquoi? Parce qu'ils vont paraître surqualifiés. Donc, tout est dans le dosage, tout est dans un CV. Il est important de réfléchir et de se dire à qui s'adresse ce CV, pour quel type d'emploi. Tout à fait. Et nous allons avoir un CV qui est de l'ordre de l'ingénieur, avec toutes les compétences, toutes les qualifications. Ça va faire du bien à la personne de voir tout ça. Là, c'est pas perdu, on le garde, on le met de côté. Voilà, tout à fait. Et après, on se fait un deuxième CV pour un poste de technicien, ce qui est un poste réaliste pour un ingénieur. Par exemple, en génie civil, on va y aller avec dessinateur, on va y aller avec technicien en génie civil, dessinateur AutoCAD, technicien en dessin, etc. Mais l'idée d'avoir un CV complet là, pour ingénieur, ça va être après, là, quand nous allons intégrer les ordres professionnels en question, quand nous allons compléter et répondre aux exigences de ces ordres-là, quand on va avoir le permis de travail, etc. Donc, c'est clair qu'il y a une adaptation. Il y a aussi... c'est important de faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit, de se dire que mon objectif d'emploi, c'est pas impossible, c'est pas inatteignable, mais pas maintenant, ce n'est pas réaliste, je vais le mettre de côté, puis c'est une étape que je vais franchir 2-3 ans après, quand j'en aurai envie, quand j'aurai acquis une certaine stabilité sur le plan professionnel. Oui. Puis je pense que le poste intermédiaire peut permettre aussi de donner le temps à la personne de s'intégrer à la nouvelle société, de se faire des nouveaux contacts, un nouveau réseau, de s'installer. Hein, de s'installer, ça peut prendre plusieurs années. Si on a un emploi qui est un petit peu moins exigeant ou moins de responsabilité que ce qu'on avait auparavant,
on se donne une petite chance, là, quand même. C'est clair, parce que ça nous permet d'installer un peu la famille, de Oui. suivre les enfants, Voilà. de donner une petite chance à la conjointe ou au conjoint d'aller chercher vraiment ce qu'il lui faut pour intégrer le marché du travail. Voilà. Donc, je pense que c'est très important de commencer de cette façon-là. Puis, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est de devoir cheminer au niveau du deuil. Parce Oui. qu'on dit souvent qu'un parcours migratoire, il est plein de pertes. C'est clair qu'on perd tous ses repères, on part d'une société et d'une stabilité, d'un statut, d'un emploi, d'une situation matérielle qui était quand même plus ou moins correcte ou bonne ou très bonne, vers une société qui ne nous a pas nécessairement encore bien accueillis et intégrés, vers un emploi qui n'est pas encore clair dans l'absolu, vers une situation financière qui est très, très limitée. Oui. Donc, c'est déstabilisant. Oui. Ça fait peur. Oui. Ça fait peur parce qu'on n'arrive pas souvent, certains immigrants me disent « je ne suis même pas capable de subvenir aux besoins de mes enfants ». Alors que dans mon pays d'origine, c'est beaucoup de pression. Hein? C'est beaucoup de pression. Puis dans le pays d'origine, quand on parle de société conservatrice ou société patriarcale, c'est l'homme qui doit aller chercher en premier. Donc souvent, certains vont le voir comme étant un échec. Un échec parce que c'est la conjointe qui est allée chercher, qui a trouvé la première. Et dans certaines situations, bon, ça m'est arrivé de rencontrer en psychothérapie des personnes qui ont vécu beaucoup de problèmes de couple à cause de ça, parce que le conjoint a trouvé ça très difficile, l'idée de garder les enfants à la maison ou de s'occuper des tâches ménagères et de voir la conjointe aller chercher, je dirais, un salaire, subvenir, c'est ça, un revenu, subvenir aux besoins de la famille. Moi, je dis souvent, il faut travailler en équipe. Vous êtes une équipe. Absolument. Le premier qui a un profil et un objectif d'emploi atteignable rapidement, ben, c'est à lui de prendre les devants et d'aller chercher cette expérience québécoise, cet emploi, cette stabilité financière. Tout à fait. Et puis après, le second va rejoindre après. Puis il n'y a pas de différence entre le conjoint et la conjointe en autant que les objectifs sont communs et que le tout se fait pour le bien-être de la famille et la stabilité c'est ce que j'allais dire, des enfants. Donc le bien de la famille au départ. Oui. La dernière chose que j'aimerais aborder avec vous, Salima, c'est le programme qui s'appelle Prime. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est? Ben, nous avons le programme Prime, le gouvernement, ce qu'il faut dire là, c'est que le gouvernement a mis en place plusieurs programmes. Donc, il y a la subvention salariale pour les participants, pour les immigrants. Il y a le soutien financier pour la formation d'un point. Il y a le soutien salarial pour l'accompagnement du participant, c'est-à-dire de la personne immigrante, par un employeur de l'entreprise. Il y a le programme Prime qui est je dirais, orienté vers les personnes issues de l'immigration ou les minorités visibles qui sont sans emploi, en situation de sous-emploi ou qui sont sans expérience de travail, nord-américaines, qui n'ont jamais eu la possibilité de travailler au Canada ou au Québec, dans leur domaine de compétences. Donc, la première chose à faire, c'est de voir son agent de Service Québec, de discuter avec lui, d'essayer d'avoir la lettre Prime, qui doit être, je dirais, qu'on doit quand même, on doit intégrer cette information-là sur le CV ou la lettre de présentation pour attirer l'attention de l'employeur, pour lui dire que je suis éligible au programme Prime. Donc, il y a un accompagnement qui doit se faire dans ce sens et tout. Et je voudrais attirer l'attention de certains immigrants pour ne pas commencer le travail avant que les signatures soient faites entre Service Québec et l'entreprise elle-même. Ah, quand on a accès au programme Prime. Donc, on doit, avant de commencer la première journée de travail, s'assurer que l'employeur a bien signé les papiers pour Prime et que l'agent de Service Québec aussi. Il faut que les deux partenaires se rencontrent. Se soient vus. Il y a quand même une rencontre entre un agent de Service Québec et un responsable de l'entreprise. Il faut qu'ils discutent de l'apport de Service Québec, de ce qui va être payé, etc. Et puis, une fois que ces papiers, ces formulaires sont signés, c'est à ce moment-là que l'immigrant peut commencer le travail. Souvent, il y en a qui vont commencer le travail, puis après chercher le programme Prime. C'est trop tard. S'il a trouvé du travail, il a commencé, ça veut dire qu'il n'a pas besoin du programme Prime. Parce que le programme Prime, ce que ça permet, si je comprends bien, c'est que il y a une portion du salaire de la personne
qui est payé par Service Québec. Oui. Et donc, l'entreprise se retrouve à avoir un nouvel employé Oui. dont il ne doit pas payer totalement le salaire. Il y a une aide. Oui. Donc là, ça donne le temps à l'employeur de former la personne, perdre un peu moins de sous justement pendant cette formation-là, hein, parce qu'il y a quand même un petit... On a besoin de temps là, quand on s'adapte à une nouvelle entreprise. Donc, pour une personne immigrante, c'est avantageux d'arriver à un employeur et dire, ben moi, si vous m'embauchez, il y a une portion de mon salaire pendant X mois qui est couverte. Oui. Ben, ça peut couvrir quand même presque une année. Donc, quand même. L'employeur va avoir cette possibilité-là de former, mais dans tout, avec une aisance vraiment extraordinaire parce qu'il n'a pas à débourser, à assumer beaucoup sur le plan financier. Les responsabilités sont partagées avec Service Québec. Puis, ce programme-là est là pour encourager les entreprises à recruter une clientèle immigrante, mais aussi... ce qui leur permettra de construire leur nouvelle carrière ici au Québec. Donc, tout à fait. Je trouve ça gagnant des deux côtés. Hein? C'est gagnant des deux côtés. Madame Salima Mazouz, je vous remercie énormément de votre participation au balado d'aujourd'hui. Vous êtes une mine d'informations. Si jamais vous voulez du soutien pour votre recherche d'emploi, du soutien en orientation professionnelle, que vous soyez à Longueuil, à Brossard. À Brossard, bien sûr, vous pouvez voir Madame Salima qui est à Alliance Carrière Travail. Vous pouvez venir à Place à l'emploi à Longueuil pour voir aussi un orienteur ou faire de la recherche d'emploi. Que vous soyez immigrant, non immigrant, vous êtes bienvenus. Nos services des deux côtés sont gratuits et on va vous accueillir à bras ouverts. Merci beaucoup. Merci à toi, Sylvie.